Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Wrestling Collab. Je suis Valentin, spécialiste d'NXT, mais aujourd'hui spécialement, je vais faire les pronostics de Survivor Series, mais je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné par deux hommes. Il s'agit de Johan Salut. et de Arnaud. Salut, salut. Alors, on est tous partis pour la petite séance pronostic des Survivor Series. Donc, on est parti avec le match annoncé dans le kick-off. Ça a été annoncé il y a peu de temps par les officiels de la WWE sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore quels sont les participants de cette Battle Royale, mais on peut s'amuser à un léger pronostic. Donc, Arnaud, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette Battle Royale? Bah, dans la Battle Royale, on sait très bien ce qui va se passer. On va se taper un petit peu tous les fonds de panier en fait, que ce soit de Raw ou de SmackDown. On va avoir peut-être du Tucker, du Lince Dorado, Grain Métallique. Enfin voilà, tous les. Pas des petits catcheurs parce que c'est pas ce que je pense, mais les catcheurs qui sont pas du tout utilisés, voire très très peu utilisés. Euh, Clairement, c'est un kick-off que je sais même pas si je vais le regarder réellement. Et toi, Johan, t'en penses quoi? De mon côté, je suis assez d'accord avec Arnaud. On va avoir un bon match entre tous les jobbers de Raw et de SmackDown. Rien de bien intéressant. Ensuite, je regarderai quand même. Petit truc que j'aimerais dire dans ce match-là, c'est que j'espère pas voir, mine de rien, Ricochet à Aleister Black. C'est ma petite préférence personnelle que j'ai pas envie de voir parce que j'adore les deux catcheurs et rien que l'idée de voir les deux en mode jobber, ça me fait très mal au cœur, du coup, mais bon, je crains le pire. Moi, petit pronostic sur le titre 24-7 qui va changer entre 16 à 20 fois demain. Parce que bon, je pense que on va en arriver là. Ouais, c'est possible. Lars Sullivan, ça me ferait très marrer de le voir dans le kick-off. De toute façon, lui, je l'aime pas vraiment. Hein, donc, bon, pas franchement. Qui gagne, qui perd, je pense qu'il y a moyen que c'est celui qui fasse gagner sa victoire à son équipe. Parce que les Battle Royale, hein, Vince McMahon, il le fait que pour faire ressortir les big men de la compagnie. Donc, voilà, une victoire de Lars Sullivan. Moi, je mise s'il y a un pronostic à faire sur ça. Donc, un point sur SmackDown s'il est comptabilisé. Parce que, souvenez-vous, en 2018, je crois qu'il y avait un kick-off avec toutes les équipes de Raw et SmackDown à l'époque où ils avaient encore des équipes dans les rosters. Hein, c'est incroyable. Ce qui s'était passé, c'est que Uso avait gagné pour SmackDown et pourtant, dans la fin de la soirée, il y a eu 6-0 pour Raw. Non, je sais pas, c'était l'année où, souvenez-vous, et Bryan et Lesnar s'étaient affrontés. Et ils n'avaient pas comptabilisé la victoire de SmackDown dans le kick-off. Du coup, pas sûr que ça compte vraiment en fait. C'est un peu osef cette histoire. Et donc on va enchaîner avec ce que je pense être l'opener, en tout cas ce que j'aimerais bien que ce soit l'opener parce que je suis un fan d'NXT et à NXT ce sont souvent les matchs par équipe qui priment dans l'opener. Donc on va commencer par le Street Profit contre les New Day. Alors votre niveau de hype pour ce match, déjà pour commencer on va demander à Arnaud qu'est-ce que tu en penses. Niveau de hype pour ce match, j'ai une bonne hype, je pense, parce que pour une fois, je pense que c'est un match vraiment jamais vu. Un match par équipe jamais vu. Et je pense que Street Profits, bah, ils sont très très bons in ring. Et je trouve que le New Day, c'est un peu pareil. Du coup, ça va me faire vraiment bien plaisir d'avoir ces deux équipes qui s'affrontent. Donc voilà, simplement. Et toi Johan, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi. Bonne hype pour ce match entre du coup New Day et Street Profits. Je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup dans leur façon d'être. C'est deux très bonnes équipes in-ring. Donc je pense qu'on aura un bon match, tout simplement. Ah, moi, je suis d'accord plus ou moins avec vous deux, j'aime bien parce que les gimmicks entre les deux équipes sont quand même assez similaires. Et je pense que c'est le premier affrontement d'une grande série d'affrontements qu'il y aura plus tard entre les deux. C'est Paul Heyman qui avait dit ça notamment lors d'un épisode de SmackDown. Ici, ils font des talking, je vais y arriver à parler anglais, talking Smack après les shows. Et Paul Heyman il avait dit ça va être vraiment le premier affrontement d'une série d'affrontements entre les deux. Parce que c'est pas une surprise, c'est deux équipes très divertissantes. Très bon in-ring, c'est totalement ce que veut Vince McMahon sur le papier, donc c'est pas étonnant qu'il laisse autant de titres aux deux. Je vois même un long règne encore pour les Profits, parce que je vois vraiment personne derrière d'ailleurs pour aller les récupérer. Montesford, j'attends un gros match de sa part parce que c'est quand même un gars qui athlétiquement, quand il fait son frog splash de la troisième corde, s'envole sacrément haut. Et puis je pense que ouais, Kofi Kingston aussi, Xavier Woods, ce sont des très bons workers.
Angelo Dawkins n'est pas mal non plus, il va apporter un peu de gabarit aussi dans l'histoire. Et pour les pronostics, je vais commencer par mon pronostic à moi. Je miserai sur une victoire des Street Profits pour offrir un point à SmackDown sur une trahison. Alors, je vais ouvrir un gros segment parce que c'est une fanfiction qui me fait rêver. Ça serait de voir Big E véritablement lancer son personnage, lancer quand même un nouveau caractère et vraiment un vrai push. Parce que là, depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas ce qu'il en est pour Big E, mais on avait annoncé un push de lui il y a de cela 3-4 mois. Entre-temps, Jey Uso, il a eu tous les pushs du monde et Big E, à part faire des parties de cartes dans les vestiaires, il n'a pas eu grand-chose. Donc je miserais sur une trahison de Big E sur le New Day, sur une fin de match où Big E pourra arriver. On va croire que le Big E va supporter le New Day. Finalement, il va coûter la victoire à son équipe. Pour démarrer un vrai personnage de Big E à SmackDown et Free Profit gagne. Et dis-moi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi je suis plus surtout pour le New Day en fait, parce que je pense qu'il va falloir essayer un petit peu de les crédibiliser pour plus tard, je vais les voir perdre leur titre face au Hurt Business, je pense, un jour ou l'autre. Et les faire perdre là contre les Street Profits, je pense ça décrédibiliserait un petit peu l'équipe en elle-même, même si ça me plairait bien de voir un petit Biggie qui va trahir le New Day. Mais clairement, c'est pas ce que je pense du tout, et donc je pense une victoire du New Day. Et toi, Johan, dis-moi ce que tu en penses. Alors moi, je vais rejoindre ton avis, Valentin. Je serais plus pour une victoire des Street Profits. Alors maintenant, je pense pas, comme toi, qu'il y aura une trahison de Biggie. Je pense juste qu'on aura une victoire clean des Street Profits, pardon, dans un gros match. Ça leur fera une grosse victoire, une belle victoire. Et je pense pas que le New Day ait forcément besoin de les battre. Le New Day, on sait déjà qu'ils sont forts, ils l'ont déjà assez prouvé. Du coup, voilà, je vais prono les Street Profits. Ok, ça me semble juste, ça me semble juste. Et on va enchaîner avec le match entre le champion des États-Unis et le champion Québec-Canada international, intercontinental, Sami Zayn. Le champion de SmackDown contre le champion d'Euro. La bête Bobby Lashley, si on peut la surnommer la bête. Le Whole Mighty, 130 kg Bobby Lashley contre le 90 kg Sami Zayn. Un match qui, pour moi, vous allez me dire que vous êtes d'accord, messieurs, mais au niveau de hype, me hype pas tellement. Il m'aurait beaucoup hypé si Sami Zayn aurait été un face plutôt qu'un heel. Si vous voyez un peu le face de NXT qu'il avait à l'époque 2014-2015, qui aurait été super face à Bobby Lashley. Mais là, ce match me hype moyennement. Mais je vais d'abord demander à Johan, qu'est-ce que tu en penses sur ce match? Alors moi, tout le contraire de toi, je suis très très hype par ce match. Faut savoir que de base, je suis un très grand fan de Sami Zayn et j'aime beaucoup aussi Bobby Lashley. Je pense que ça va faire un très bon heel contre heel, très différent. C'est deux heels mais pas du tout pareil. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour moi, je suis très très hype. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, on a deux avis totalement différents. Donc, essaye de trancher. Bah moi je vais rejoindre ton avis à toi, je suis pas du tout hype par ce match. Parce que... enfin, j'ai même pas limite réellement de justification, c'est juste la manière dont ça a été buildé, juste voilà du hard business qui parle de Sami Zayn à côté, Sami Zayn. Enfin voilà, il y a encore eu un truc au dernier SmackDown où il se retrouve à aller un petit peu provoquer Daniel Bryan en vue certainement, je pense, d'une possible ou rivalité ou simple match entre les deux pour le titre intercontinental un jour ou l'autre. Franchement, c'est pas un match. Ça fait partie des matchs en tout cas qui me hype pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et ben, moi, il y a un truc justement sur Sami Zayn que j'aimerais dire, et Johan, tu me diras ce que tu en penses. Sami Zayn, en fait, ce qui est bizarre avec lui, c'est que j'adore son travail. J'adore la manière dont il a gagné à Clash of Champions son titre face à Hardy et Styles. J'ai adoré des démenotes. J'adore l'idée qu'il a un peu, tel un vieux Eddie Guerrero, à tricher sur certains de ses matchs. Je trouve ça assez fun. Je pense d'ailleurs que ça va être la quête de ce match-là, hein, voir Lashley qui va être à mon avis ultra dominant et Zayn qui va essayer d'avoir un minimum d'offense et tricher en contournant les règles, pourquoi pas en retirant les protections du coin, enfin ce style de choses pour essayer de gagner face à Bobby Lashley.
Ça peut être divertissant pour ça à la rigueur, mais moi je comprends pas avec Sami Zayn. C'est par exemple, je prends l'exemple du 3 contre 3 qu'on a eu à SmackDown récemment, qui était donc Corbin, non 4 contre 4, pardon. Corbin, Zayn avec Tonton Rude et Tata Ziggler contre les Profits et les New Day. Pour moi, je comprends pas pourquoi Sami Zayn a été pin en même pas 2 moves. Le mec est quand même censé avoir un match. Ils auraient pu pin Root qui a rien à voir là-dedans, Ziggler rien à voir là-dedans, et même Corbin, pourquoi pas. Pour moi, le plus mauvais gars a été pin dans le match. Et pour moi, en fait, ce qui m'énerve en plus avec cette storyline, c'est la faiblesse du scénario. Je veux dire, je trouve ça tellement bon enfant. Enfin, c'est une promo qu'on pourrait donner à un gars de 10 ans, l'idée de «Ah, moi je suis le champion intercontinental, du coup moi je représente toutes les continents du monde, et toi Bobby Lashley, bah tu es que champion des États-Unis, c'est qu'un seul continent, ça c'est pas très bien, hein. C'est qu'un petit pays, c'est pas incroyable». Enfin, pour moi les titres intercontinentaux et les titres États-Unis, pour moi en fait c'est marrant parce qu'ils ont que nom, enfin vraiment, enfin ils ont une histoire derrière un peu, je reconnais, hein, mais il y a surtout un nom, quoi. C'est pas non plus, c'est les titres secondaires, titres Universal et les titres WWE. Dans le fond, le gars, il n'est pas vraiment champion de l'univers, le gars, il n'est pas forcément champion de la fédération, parce qu'il n'est pas le seul ni champion, quoi. Enfin, les noms, ça reste pour moi des indicateurs du fait que le titre est important ou non. Mais ça, c'est déjà très bien expliqué par les historiennes WWE qui sont plus ou moins feignantes selon les titres. Donc, très clairement, moi, c'est ce qui me déçoit beaucoup sur ce match, c'est que la hype est pas très forte. Johan, tu avais dit que c'était 2 ligues totalement différentes. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça, mais justement, le truc, c'est que Lashley, il est tellement construit fort, tellement construit dominant, que je me demande, tu vas me dire ton pronostic à la fin de cette phrase, euh, pourquoi Sami Zayn, dans le fond, pourrait gagner ce match? Je t'écoute. Et ben justement, c'est ça qui me hype dans ce match. C'est qu'est-ce que Zayn va inventer pour tenter de battre Lashley. Tu l'avais dit avant, avec le coup des menottes à Clash of Champions, il me semble. Ou là encore récemment contre Apollo Crews en lui bloquant le pied dans le tablier. Qu'est-ce qu'il va tenter d'inventer pour battre Lashley? Parce que c'est sûr que Lashley est largement plus puissant que Zayn. Mais malgré tout, Zayn, il a ce côté intelligent, ce côté génie qui fait qu'il arrive toujours à se démerder pour garder son titre. Et c'est ça qui me hype beaucoup. Maintenant, c'est vrai que Lashley, ça reste Lashley. Je sais pas comment est-ce qu'il compte clôturer ce match. Je vais prono une victoire de Bobby. Parce que je sais pas vraiment, je suis un peu indécis. Je vais dire une victoire de Bobby, mais sans grande conviction. Voilà. À toi, Arnaud, dis-moi ce que tu en penses sur le pronostic. Moi, je serais plus sur une victoire de Sami Zayn, je pense. Parce que justement, vous parlez de Clash of Champions, d'Apollo Crews, tout ça. Je pense qu'on aura un truc semblable. Il va trouver quelque chose, il y aura moyen de trouver quelque chose pour faire en sorte que. Parce que dans tous les cas, Bobby Lashley, il n'y a pas besoin de. On sait qui domine, on sait que Chick, on sait que Chak, donc je pense que donner une petite victoire à Sami Zayn pour un petit peu le conforter dans cette idée de gimmick, un petit peu du mec qui trouve des stratagèmes pour remporter ses matchs. Franchement, je pense que ça peut être une bonne chose. Bah écoute, moi je suis d'accord avec au moins vous deux en fait. J'avais mal à trouver un pronostic parce que d'un côté je me dis que Sami Zayn, ça serait sympa de le voir gagner parce qu'il pourrait s'en vanter les prochaines semaines à SmackDown. Puis d'un autre côté, Lashley, il serait pas non plus décrédibilisé par la victoire. Mais d'un autre côté, il y avait la promo de Sami Zayn justement où on dit les États-Unis c'est pas très ouf, etc. Et ça me fait penser à un petit projet, un très léger projet, hein. Toujours dans l'île Country, il essaie toujours de trouver un sort de mini babyface dans l'histoire. Et Lashley peut-être en mode Captain America qui va essayer de démonter Sami Zayn. Ça fait réfléchir aussi. Je pense que je vais miser. Pourquoi pas? Je vais pronostiquer un peu un truc fou. J'ai quand même pronostiqué Sami Zayn aussi. Parce que l'idée que Sami pourrait gagner, à mon avis, de façon tout ce qu'il y a de moins clean, impossible. Je ne vois absolument pas Sami Zayn, par contre, battre en version pin Bobby Lashley. C'est-à-dire que je ne vois ni le gagner, ni le voir battre Bobby Lashley par roll-up.
ni le voir sur un peut-être en enlevant une protection d'un coin, etc. On voyait sa prise de finition qui est là, j'arrive pas à dire Ayunaki, enfin voilà, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vois juste Sami Zayn gagner de la même façon qu'il a battu Apollo Crews, c'est-à-dire soit en décompte à l'extérieur, soit en disqualification, ce style de choses. Je vois quand même pas Sami Zayn gagner par tombée, encore moins par soumission évidemment. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Sami Zayn parce que j'aime bien Sami Zayn, je le préfère quand même globalement à Lashley. Ce serait toujours sympa de voir Sami Zayn qui s'en vanterait les prochaines semaines d'avoir battu Bobby Lashley et ça pourrait démarrer une bonne storyline derrière avec Bryan ou autre parce qu'il y a quand même du beau monde dans la mid-card de SmackDown. Et on va enchaîner avec le 5 contre 5 féminin. Raw contre SmackDown, donc je résume les participantes. Alors, il y a les championnes par équipe à Raw, Nia Jax et Shayna Baszler qui vont être face avec Peyton Royce et Lacey Evans qui ont remplacé dans les dernières minutes. C'était les autres Dana Brooke et Mandy Rose, voilà, que je me souvienne bien de tout le monde. Et la petite dernière, c'est Lana, hein, Madame, je me prends les tables à 24. Contre l'équipe de SmackDown composée de Bayley qui a eu un passe-droit parce que c'est Bayley. Natalia, Bianca Belair dans laquelle je mise un beau match de sa part. Et pour finir, un peu Osef, Liv Morgan et Ruby Riott, le Royal Squad. Un match dans lequel vous aimez bien votre niveau de hype, mais là moi aussi il n'est pas exceptionnel. Deux forces en présence évidemment qu'on remarque, hein, c'est Nia Jax et Baszler d'un côté et Bianca Belair et à la rigueur Bayley de l'autre. Moi je pense pas que le match va être absolument dingue. Je vais le regarder à moitié, je pense sincèrement ce match. Bien que je vais le regarder quand même, mais bon ça va pas être non plus incroyable. Et dites-moi, quel est votre niveau de hype? Dis-moi Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Un peu comme toi, je suis pas trop hypé par ce match parce que surtout côté Monday Night Raw, parce que côté SmackDown, il n'y a pas eu tant de build-up que ça. Côté Raw, clairement, le build en fait de l'équipe ne m'a pas plu du tout. Euh, Enfin, pour moi, il n'y a pas eu réellement de véritable build-up entre déjà les deux rosters. Et puis même cette histoire de qu'on a en fait déjà une équipe de Raw quasiment que de heal. Même si voilà, pour moi Peyton Royce et Lacey Evans, je trouve que c'est un peu mitigé. Lana, bon, elle est un petit peu en train de tourner sur une face, enfin assez face je trouve. Mais clairement cette histoire de Nia Jax, Shayna Baszler qui essaye un petit peu voilà de montrer qu'en gros il n'y a que elle et en gros on s'en fout un petit peu du reste, qui s'acharne sur Lana et tout ça, je trouve que on n'est pas en fait sur un build-up où on pourrait se dire bah ouais Monday Night Raw ils sont bien partis pour gagner ensemble. Clairement non, ils pourraient gagner avec juste une Nia Jax et une Shayna Baszler qui vont dominer le truc, mais sinon en équipe réellement je trouve que c'est pas top, donc clairement pas de hype du tout. Et toi, Johan, dis-moi ce que t'en penses. Alors, moi, j'attends rien de spécial du tout non plus de ce match, comme vous deux. Je suis pas hype. Je trouve que la construction à Raw de l'équipe de Raw a tourné que autour de Nia Jax, Shayna Baszler et Lana. À SmackDown, c'est le néant. J'ai pas compris la construction de l'équipe de SmackDown. Encore Bayley qui est sélectionnée. Ok, elle a été championne plus d'1 an, il me semble. Donc elle encore ok. Ensuite, on a Natalia qui est qualifiée. Après 3 matchs perdus, elle a une 4e chance et elle se qualifie. Ok, j'ai rien à dire. Ensuite, dans l'équipe de SmackDown, on a Bianca Belair, bon, d'accord. Liv Morgan et Ruby Riott, d'accord. Ensuite, à Raw, comme je dis, ça tourne que autour de Lana, Nia Jax, Shayna Baszler, Peyton Royce et Lacey Evans qui sont venus remplacer au dernier moment. J'ai l'impression que ça a été bâclé un peu, que le match tourne autour de 4 femmes en fait. Donc vraiment pas hype du tout. Bon, ok, pas de hype pour tout le monde. Malgré tout, j'ai un truc que j'ai envie de dire quand même, c'est un match quand même que je trouve assez difficile à pronostiquer, sincèrement. Tant que les issues pour moi me semblent multiples, ça a au moins le mérite d'avoir ça.
Parce que je sais pas s'ils vont nous faire le coup de pourquoi pas Lana qui gagne à la fin, qui est la seule survivante, j'aimerais pas, mais ça serait pas impossible. J'attends encore une fois beaucoup de la performance, moi, de Bianca Belair, qui est quand même construite plutôt forte. On parle d'elle comme future championne et j'espère vraiment qu'elle sera future championne. S'il y a moyen de construire une star, entre parenthèses, que ça reste quand même pas un match avec une grosse hype, pourquoi pas aller chercher Bianca Belair quand même qui reste très forte. Même si elle survit peut-être pas forcément à la fin, mais elle peut rester quand même plutôt forte en éliminant pas mal de catcheuses adverses. Bailey promu en team captain, bon, je pense pas qu'elle va faire un mauvais match non plus, mais je pense que ça va peut-être perdre contre, pourquoi pas, une Shayna Baszler qui, à l'image du Survivor Series de l'année dernière, va l'avoir dans la coquine à cloche. Puis tout simplement, la hype n'est pas présente, mais bon, on va essayer de pronostiquer. Pas facile, hein, celui-là, de pronostiquer quand même ce match. Alors, si je réfléchis aux pronostics précédents, parce que quand même, il faut réfléchir en fonction des pronostics précédents, j'avais donné victoire au Profit, donc 1 point pour SmackDown. Victoire pour Sami, 2 points pour SmackDown. Ouais, bah j'ai pronostiqué du coup une victoire d'Euro. Hein. Bah ouais, visiblement, une victoire d'Euro semble plutôt logique. Vu mes anciens pronostics, je vais essayer de rester cohérent hein, d'une idée. Pourquoi pas que tout peut se jouer plus tard. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Vas-y, Johan, dis-moi ce que tu en penses. Alors moi, pour le coup, j'ai une idée pour ce match. Une idée d'abord, je vais te dire, de ce qui pourrait se passer dans ce match. J'ai quelque chose en tête et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Alors, on a vu ces dernières semaines, même ces derniers mois, Nia Jax, toutes les semaines, Lana, elle passe à travers la table. Toutes les semaines, non-stop. Je pense qu'à Survivor Series, on va avoir un segment, un spot, où c'est Nia Jax qui va passer à travers la table. Alors, je sais pas euh, comment ils vont faire, mais je pense que Nia Jax va passer à travers la table et va du coup être éliminée par des comptes extérieurs. Donc ça, c'est le premier truc du match, je pense, qui va se passer. Et deuxièmement, je pense qu'ils vont faire un truc avec Lana, c'est obligé, où Lana va être on fire dans l'équipe de Raw. C'est-à-dire qu'elle va, toutes les participantes de SmackDown qui arrivent, un coup de poing, un coup de pied, elle les dégage toutes, vraiment on fire, elle démonte tout le monde. Et au moment où le public se dit, oh, Lana, elle va gagner, elle va faire gagner Raw, élimination. Et je pense que ça va se passer comme ça. Je pense que Lana, elle va être tellement forte elle va avoir une seconde d'inadvertance et se faire éliminer. Et donc, je vais pronostiquer une victoire de SmackDown de cette façon. Voilà. Si je résume, quand même, tu verrais Lana éliminer Bianca Belair et Bayley, par exemple, dans l'équipe adverse. Alors, peut-être pas les éliminer, mais je veux dire vraiment les démonter. J'ai pas d'autres mots en fait. Genre vraiment les démonter. Je me répète, mais j'ai pas d'autres mots. Peut-être pas les éliminer, mais vraiment, personne ne la touche, elle est intouchable, elle met KO tout le monde. Ensuite, les éliminations, on verra par la suite, mais je pense qu'elle sera vraiment très très forte. Voilà. Bah, c'est assez fort ce pronostic perso. Enfin, moi, si je devais aller en ton sens, je verrais peut-être Lana à la rigueur, pourquoi pas être assez on fire, mais plus dans une version, comment dire, pas non plus genre Demolition Woman, comme tu dis, ce serait plus un peu en mode surprise, c'est-à-dire elle balance les roll-up et ça passe, tu vois ce que je veux dire? Parce que je vois pas quand même Lana non plus être construit hyper fort. Lana, elle a jamais été construite toute sa carrière hyper forte, et elle a pas le talent, j'ai envie de dire, pour. Donc clairement, ça serait quand même assez bizarre et pour être franc, assez triste hein, quand même de voir pour moi Lana tabasser des Bianca Belair qui les démarrent sans éclat, quoi, tellement qu'elle a un niveau tellement supérieur à elle. Non, moi je verrais à la rigueur Lana, pourquoi pas faire des roll-up et passer pour dans ton sens, mais quand même ça me semblerait particulier de voir Lana gagner. Mais dis-moi ce que t'en penses Arnaud. Ben là, ça va être intéressant parce que j'ai encore un autre scénario, moi, dans ma tête, pour le coup. Et j'ai cru que Johan, quand t'as commencé à parler, que t'allais un petit peu avoir le même que moi, mais en fait, non. Moi, en fait, je vois une continuité sur Nia Jax qui envoie Lana sur la table des commentateurs, avec par exemple un spot à un moment donné du match, enfin peut-être même dès le début du match, Lana qui essaye un peu trop de venir, Nia Jax qui en a marre, c'est Nia Jax qui est actuellement sur le ring, donc qui a le tag en fait, et donc en gros qui va simplement faire passer Lana à travers la table
Et après Lana qui va rester à l'extérieur du ring, KO sur la table pendant quasiment tout le long du match. Avec après du Nia Jax, du Shayna Baszler qui vont un petit peu dominer tout ce qui va se passer. Et puis sur la fin en fait Lana revenir, aller voler un tag sur Shayna Baszler ou sur Nia Jax, sur une des deux qui reste, ou peut-être même les deux. Et puis créer la surprise en allant faire le dernier tombé pour la victoire de Raw. Parce que je pense quand même, pas qu'il y a quelque chose avec Lana derrière, mais, euh, mais que je pense qu'on n'a pas fait ça tout le long pour au final rester sur une Lana qui se fait défoncer toutes les semaines sur une table des commentateurs pour rien avoir au final. Donc voilà. Donc on va continuer. Bah, écoutez, monsieur, votre avis sur Lana est plutôt intéressant, bien que je ne le partage pas tant que ça. Mais on va continuer avec le match pour les hommes 5 contre 5 avec la Team Raw composée de Keith Lee, de AJ Styles, de Sheamus, de Braun Strowman et de Matt Riddle contre la team de SmackDown composée de Kevin Owens, de Jey Uso, de Seth Rollins, le King Corbin et Otis qui a aussi eu un passe-roi, un joli passe-droit à SmackDown. Dis-moi Arnaud, qu'est-ce que tu penses en termes de hype de cette affiche? Au niveau de la hype, encore une fois, côté Monday Night Raw, j'ai rigolé au niveau de comment ça a été buildé quand même, ça on va pas mentir. C'était drôle, mais je trouvais pas que c'était un build qui nous donnait un petit peu ce truc, un petit peu comme il y a 2 ans, quand il y avait les invasions Monday Night Raw, SmackDown, même l'année passée avec NXT et tout ça. Il y avait pas trop cette hype de me dire waouh, j'ai la Team Raw, j'ai la Team SmackDown, les deux elles vont se foutre sur la gueule, ça va être un truc de fou. Franchement, pas du tout. Je suis très déçu de comment ça a été buildé. SmackDown, ben, comme pour les femmes, c'est calme plat. Il n'y a eu aucun build, il y a aucun build-up réellement. Et puis Monday Night Raw, comme je dis, ce truc de AJ Styles c'est le capitaine, mais il n'y a personne qui l'accepte. Enfin, il s'est désigné, il s'est autoproclamé capitaine, mais il n'y a personne qui est d'accord avec lui. Tout le monde qui se fout sur la gueule. Ben, on se pose aussi la question de comment une équipe comme ça, même si ça pourrait créer la surprise, comment une équipe comme ça va pouvoir réussir à s'entendre pour aller chercher une victoire. Franchement, non. Une hype au niveau des noms, ça oui, parce que ça pour moi, tous les noms, vraiment tous les noms qui sont dans ce match, j'apprécie énormément et j'ai envie de les voir catcher. Mais en termes de Raw contre SmackDown, j'ai pas réellement de hype sur les deux équipes. Et toi Yoann, dis-moi ce que tu en penses. Alors pour ma part, je suis plutôt hype pour ce match. J'ai hâte de le voir. Je trouve que les deux équipes ont vraiment de la gueule. Bon, j'ai une petite préférence pour l'équipe de Raw quand même. Bah, c'est peut-être parce qu'à Raw, ça a été construit, alors qu'à SmackDown, de nouveau, le néant. À Raw, ça a été bien construit d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de gens critiquer. Moi, pour ma part, j'ai plutôt bien aimé la façon dont ça a été amené, avec toutes les embrouilles qu'il y avait. Bon, ensuite, les embrouilles dans les équipes, c'est un grand classique. Tous les ans, on se tape la même chose. Mais cette année, je trouvais ça bien amené, pardon, avec AJ Styles qui se proclame capitaine. Et tout ça, j'ai bien aimé. L'équipe de SmackDown, comme j'ai dit avant, il n'y a rien eu. C'est juste des gros noms qu'ils ont mis pour essayer de rivaliser avec Raw. Donc ouais, pour ma part, bien hype. Ouais, je suis plus ou moins. En fait, je suis un peu entre vous deux. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Yoann qui dit que la Team Raw est quand même assez impressionnante et les noms sur papier sont plutôt intéressants. Moi, au niveau de la diverge en fait sur le match qui va avoir lieu. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir du Riddle qui soit un peu vraiment le gars qu'on va mettre en avant dans ce match-là. Je trouve que Riddle, il a la place dans ce match pour être un peu celui qui est en avant. J'aurais bien aimé voir Biggie dans ce match, très sincèrement. Quand j'ai vu Otis qui a été pris à la place de Biggie, j'étais un peu déçu. Parce que je trouvais que Biggie, c'était le moment ou jamais pour moi lui balancer le putsch en question. Mais bon, c'est pour ça que je mise après du coup sur le heel turn qui pourra peut-être réellement le lancer à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je pense que sincèrement, la Team Raw est sur le papier meilleure que celle de SmackDown. Après, ce qui va jouer, et je pense qu'il souvent joue d'ailleurs, c'est que la Team Raw va se mettre des bâtons dans les roues. Strowman va sortir sur un bro kick de Sheamus. Sheamus va sortir sur un running power slam de Strowman.
Ça laisse la place pour un Styles qui va se faire éliminer, à mon avis, clean. Par contre, parce que Styles très bon, hein. Styles c'est vraiment très divertissant ces dernières semaines, j'ai trouvé très drôle. Un peu comme vous. Après, je ne le vois pas Styles être le roi du match. Ça fait déjà plusieurs années maintenant, depuis qu'il a perdu le titre de championnat du monde face à Bryan il y a ça quelques années. Il est plus trop divertissant. Il était allé à Raw, ça a été un beau titre de championnat des États-Unis intéressant, mais c'était pas incroyable. Donc globalement, Styles, il est en mid-card. Il est clairement en mid-card et maintenant, il n'y a plus trop de projets pour Styles qui attend tranquillement la fin de son contrat. Donc clairement, je ne sais pas quel pronostic je vais faire pour l'instant. Je vais laisser Arnaud me dire ce qu'il en pense. En tout cas, voilà, mon niveau de hype est plus ou moins mitigé. Ben moi en fait, niveau pronostic, je pense que je vais partir, malgré que ça va un petit peu contredire ce que je disais juste avant au niveau de ma hype. Je pense quand même partir sur une victoire de Raw pour justement avoir ce truc de on s'entend pas et malgré tout, ben voilà, on va réussir quand même à, allez, que toute la enfin, la petite construction, parce que pour moi j'appelle ça une petite construction, qui a eu côté Monday Night Raw, ben, ça pourrait faire en sorte que ils vont sortir vainqueurs de ce match. Tandis que de l'autre côté, côté SmackDown, ben voilà, euh, s'il y a une victoire côté SmackDown, ben voilà, ça permettrait à peut-être Otis un petit peu de grandir. Comme Rollins va disparaître des écrans, étant donné que Becky Lynch va bientôt accoucher, je pense qu'aller faire gagner l'équipe de SmackDown, mais avec Rollins éliminé, je vois pas comment ça pourrait réellement se passer, même si peut-être qu'on aura un Murphy qui va se ramener ou je sais pas. Mais donc je partirai quand même donc sur une victoire de Monday Night Raw. Ben, Rollins ainsi que la Team SmackDown, qui est pas restée très forte, hein, quand même, faut le rappeler, ce vendredi à SmackDown, parce que quand même, hein, on rappelle, hein, défaite de Seth Rollins face à Buddy Murphy, défaite de Corbin, bien qu'il n'a pas été pin face au champion par équipe de Raw et de SmackDown, défaite de Jey Uso contre Daniel Bryan, Owens inconnu au bataillon, et Otis inconnu plus ou moins au bataillon aussi, donc clairement, la Team SmackDown n'est pas restée très forte, contrairement à la Team Raw qui reste quand même globalement forte, bien qu'elle se dispute. Mais dis-moi, toi, Johan, qu'est-ce que tu en penses et quel serait ton pronostic du coup quand même pour ce match? Alors moi, tout d'abord, je vais proposer un scénario comme j'ai fait avec le match féminin. Bon, je vais prendre un risque. Alors, c'est pas un truc qu'il faut prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas. Je vais imaginer Edge et Styles, donc comme on a dit avant, ça fait plusieurs semaines maintenant, bah un mois quoi, qui se proclame comme le capitaine de l'équipe. Donc vraiment, c'est lui le chef de l'équipe. Sans lui, l'équipe elle sert à rien. En gros, j'imagine Edge Styles se faire éliminer en premier dans le match par un membre de SmackDown. Alors peut-être Je pas. suis d'accord, la vérité, je suis d'accord. Ah, ça me rassure de savoir que je suis pas tout seul. Donc j'imagine Edge Styles éliminé en premier dans le match. Alors peut-être pas dans les premières minutes, mais éliminé sur un roll-up ou sur quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est pour mon petit scénario que j'imagine. Et sinon, je vais pronostiquer une victoire de l'équipe de Raw. Et je rejoins votre avis. Faire gagner SmackDown, ça serait un peu inutile. Alors que Raw, tout le monde se dit, ouais, ils s'entendent pas, ils vont pas réussir à coopérer. Et au final, je pense qu'ils vont quand même battre SmackDown. Et en plus, de mon point de vue personnel, je trouve que l'équipe a plus de gueule que celle de SmackDown. Donc voilà, je partirai sur une victoire de Raw. Et bien, la vérité, je suis totalement d'accord avec toi, Johan. Moi, je vois en fait Edge Styles qui va faire le même spot que Samoa Joe ou Walter, repose en paix, Walter, qui s'est passé à Survivor Series 2018 et 2019. Je vois Styles, à mon avis, en fait, vraiment arriver en mode. Genre, vous voyez, ils sont tous là au niveau du ring, ils se regardent, blablabla. Les gens, ils décident qui rentre, etc. Et Styles, il fait ouais, il y a un petit captain, vas-y, je rentre. Tu vois, il arrive de terre, il rentre. Et tu vas voir Styles qui va se faire découper, soit par je sais pas qui, on va dire, disons Otis, tiens, pourquoi pas, en moins de deux. Et on est en mode.
Et je pense que Michael Cole il va sortir un truc, oh là là, sans le team captain, comment la Team Raw va résister, c'est incroyable. Et la suite du match, pour moi, après, elle peut s'écrire avec, je l'espère, à partir de là, un Riddle qui reste fort. Riddle qui, pourquoi pas, est pour éliminer Rollins, pour un peu l'aspect, quand même, le prestige qu'est Seth Rollins. Toujours profiter de ce prestige, parce que Rollins, à mon avis, il a aucune raison d'être le héros dans ce match-là, parce que déjà, il a perdu contre Mysterio et Murphy, mais en plus, au-delà de ça, il va s'en aller parce qu'il va devenir papa, donc clairement, il n'y a pas d'intérêt pour lui d'être le héros de ce match. Owens, il est un peu Osef aussi. Jey Uso, il a perdu. Otis, je pense que mine de rien, c'est celui qui va tenir le plus longtemps dans cette équipe. Parce que Otis, ça reste toujours un projet. Mais j'aimerais bien voir Riddle quand même, qui soit celui qui élimine la plupart des membres de l'équipe adverse. Sheamus et Strowman, ils vont s'engueuler, ils vont s'auto-éliminer, je pense. Et Keith Lee, seul survivant. Moi, j'ai mis sur un Keith Lee, seul survivant. Peut-être Riddle, je sais pas. Mais bon, quand même, on va miser sur Keith Lee, seul survivant de ce match. Je vois quand même, vu les noms quand même qui sont sur le papier, un match quand même plutôt intéressant. Bien que le build-up n'était pas incroyable cette année. Victoire de la Team Raw du coup, pour vous revendre. Et bien écoutez, c'est pas trop mal et on passe à la suite. Et du coup, c'est parti, on va enchaîner avec non un match, mais ce qui pourrait être a priori un segment. Enfin, à voir. Ce sont les adieux de l'Undertaker après 30 ans de carrière. 30 ans de longue carrière. Et en plus, l'Undertaker, c'est plus de 30 ans à vrai dire. C'est 30 ans à la WWE, mais il y a après d'autres choses qu'il a fait en amont. Mais au-delà de ça, l'Undertaker, est-ce que, moi la question que je pose, vraiment, simple adieu ou segment? Est-ce que véritablement on va avoir un adieu de l'Undertaker? Alors pour ceux qui ne le savent pas, je me rappelle malgré tout le documentaire qu'il y a eu sur Undertaker, où là on a eu clairement un Undertaker qui a brisé ce qu'on appelle le kayfabe, le quatrième mur si vous préférez, en parlant de lui, en parlant de sa femme, en parlant de sa maison, enfin bref, de ses passions dans la vie. En révélant une phase de sa personnalité qui est très éloignée de celle qui est sa gimmick actuelle, qui est celle d'un croque-mort. Et la question que tout le monde se pose, c'est que voilà, c'est Survivor Series, c'est 30 ans après ce fameux Survivor Series des années 1990 que je vous conseille de voir, car Undertaker a fait son premier match de sa carrière à la WWE, qui était à l'époque la WWF. Il était en équipe de Ted DiBiase, le Million Dollar Man. Il avait à l'époque éliminé la plupart des catcheurs adverses, mais il s'était fait éliminer. Il s'était fait éliminer par des comptes à l'extérieur, je crois bien. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de regarder ce match parce que vous comprendrez rien qu'aux têtes des gens, parce que je trouve que ça m'a marqué quand j'avais vu l'Undertaker, quand il est rentré avec sa gimmick de croque-mort, on lui a fait un maquillage, visage pâle, des gants violets et une tenue noire, et le visage des gens qui étaient totalement choqués. De voir un gars de 2 mètres et de 130 kilos arriver comme ça, c'est des moments marquants pour des carrières, marquants pour les gimmicks, parce que les gens n'étaient pas prêts d'accueillir la meilleure, la plus grande gimmick de l'histoire du catch. Donc clairement, 30 ans après, où est-ce qu'on en est? L'Undertaker est peut-être plus une parodie de lui-même, on ne sait pas vraiment. Quoi qu'il en soit, je vais demander à Nono, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi en fait, au niveau de l'Undertaker, je pense pas qu'il y ait un match réellement qui va avoir lieu ce soir du coup. Mais je vois juste un spot avec, je pense que ça peut donner quelque chose de bien, un petit spot avec le Fiend. Parce que le Fiend n'est pas présent entre guillemets dans ce show, il n'est pas présent du tout. Et je me dis que voilà, l'Undertaker, il faut peut-être que en réponse à l'Undertaker, on ait un petit Fiend. Donc peut-être simplement je sais pas, un petit, les lumières qui s'éteignent, le Fiend qui apparaît, et simplement peut-être les deux hommes qui vont se regarder. Je pense pas vraiment qu'il y aura des coups, quelque chose comme ça, mais vraiment juste un petit spot comme ça pour, voilà, un petit spot tout tranquillou comme ça, je pense personnellement. Et toi, Johan, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà moi, j'ai vraiment hâte d'être à ce moment-là. Undertaker, c'était lui qui m'a fait devenir fan de catch. C'est grâce à lui que j'ai commencé tout ça.
Et je pense qu'en tant que fan de catch, je pense que vous rejoindrez mon avis. On a tous au moins un souvenir de l'Undertaker qui nous a marqué. Quelque chose, euh, quelque chose de dingue en fait. C'est l'Undertaker, c'est 30 ans de carrière, c'est un truc de fou. Et donc pour ce soir, je vais rejoindre l'avis d'Arnaud du coup. Je suis assez d'accord avec lui. J'espère réellement un spot avec The Fiend. S'ils font pas ça pour moi, ils ont quelque chose à faire, la WWE, quelque chose au bout des doigts qui doivent faire. C'est, je sais pas, j'espère réellement qu'ils vont faire ça. Alors, peut-être pas pour avoir un match, il y a des gens qui disent qu'ils vont avoir un match à WrestleMania ou je sais pas. Je pense pas que ça ira jusqu'à là. Mais pourquoi pas hein, une passation de pouvoir comme Undertaker qui lègue, je sais pas comment expliquer, mais The Fiend devient le nouveau Undertaker en quelque sorte. J'espère vraiment qu'ils vont faire un truc du style, donc vraiment hâte d'y être pour voir ce que ça va donner. Moi, il y a un truc qui m'intéresse vraiment, je suis assez d'accord avec toi, Johan, c'est l'idée d'un match, je sais pas, surtout que même si on y pense à WrestleMania 37, l'idée d'un éventuel public, pour l'instant, n'est pas à envisager. Donc, clairement, ça pourrait prendre soit une énorme storyline qui, s'ils veulent vraiment le faire, parce que l'adieu d'Undertaker, c'est quand même un truc censé quand même un minimum penser au public derrière. Mais surtout si on parle d'un match. Euh, mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi sur l'idée du segment un peu passation de flambeau qu'on aurait entre les deux avec le film qui dirait l'Undertaker, les gens de la tribu unifiée ont décidé de voter contre vous et leur sentence est irrévocable. Ça ferait bien. Non, mais au-delà de ça, je trouve que, en fait, le film Undertaker, en plus, ce que j'aime bien, c'est l'idée de Bray Wyatt, c'est que ils ont une storyline derrière. Il y a quand même, WrestleMania 31, c'était un truc assez fun parce que je trouve que ça pourrait être tellement bien calé avec ce qu'il veut faire maintenant. C'est-à-dire que la storyline WrestleMania 31 Undertaker Wyatt, c'était Wyatt qui dit je suis le nouveau visage de la terreur. L'Undertaker n'existe plus. Il venait à l'époque de perdre contre Brock Lesnar à WrestleMania 30, fin de la streak. Bref, il n'a plus rien à faire là. C'est fini, je suis le nouveau visage de la terreur. Et la WWE a fait peut-être, selon une erreur pour certains ou un truc intéressant pour d'autres, de faire gagner l'Undertaker sur ce match-là. Et pour moi, si John Cena avait été la hache qui a commencé à enterrer Bray Wyatt à WrestleMania 30, l'Undertaker, c'est sans aucun doute la pelle qui a creusé sa tombe. Donc très clairement, moi ce qui me ferait très plaisir, c'est ça, c'est d'avoir de Finn en mode Bray Wyatt, il a changé de gimmick, il est devenu plus fort, il est devenu plus grand. Le mec, il est vraiment inarrêtable, c'est un démon pur. Et là, vraiment, rien qu'à voir le visage du film, quoi, c'est. Enfin, le masque, hein, plutôt, c'est clairement le nouveau visage de la terreur. Et là, je reconnais l'idée très intéressante, et j'espère que ça se fera, soit un match, soit pas de match, mais l'idée du segment où l'Undertaker, il est là, il fait son entrée, tout ça, peut-être une promo, je sais pas comment ils vont s'arranger, mais en effet, que les lumières s'éteignent, on voit la musique du film, et le film se met juste sur le ring avec l'Undertaker, et aucune animosité entre les deux, c'est l'Undertaker qui fait limite un salut, genre un salut avec son chapeau, comme il a souvent fait par le passé, et qui laisse le ring à Bray Wyatt, quoi. Il s'en va comme ça, et sans un truc qui on n'est pas censé voir non plus, tu vois, des gens qui se serrent la main, tu vois, on est non, hors de question. Un truc, voilà, où c'est quand même assez subjectif, ça te laisse penser certaines choses, mais que ça te laisse clairement penser que l'idée c'est que Wyatt derrière, il est le nouveau visage de la terreur, et c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse. Et la WWE, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est l'Undertaker, c'est quand même un projet de Vince McMahon qui, après toutes ces années, n'a pas cessé de le voir en lui un potentiel main eventer, un gars qui est toujours au sommet de la compagnie. Ils ont un accord très fusionnel, les deux. Donc Vince McMahon, j'ai l'impression que tant que ce sera lui qui est au pouvoir, ben, mine de rien, pour Bray Wyatt, c'est tendu, parce que il y a un seul unique Undertaker, c'est vrai, mais selon Vince McMahon, personne, et à jamais, personne ne remplacera l'Undertaker, quoi, et ça, c'est bien dommage. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu, à l'idée de ne pas voir ça. Après, je pense qu'on sera, je vais demander à Arnaud, on sera tous déçus si l'Undertaker, imaginons, venait juste à faire un simple adieu sans la présence du Finn ou de n'importe qui d'autre. Mais je pense en fait si clairement on a simplement un Undertaker qui se ramène, voilà, la musique, l'entrée pour un petit peu se remémorer une dernière fois, enfin admirer une dernière fois l'entrée d'Undertaker que moi j'ai toujours personnellement adoré, même au tout début de, de, de sa carrière on va dire, enfin en tout cas de cette gimmick qui est l'Undertaker réellement. Je pense que si vraiment on le fait rentrer, hop, il vient sur le ring, voilà, peut-être une petite promo, enfin, vraiment un truc complètement bidon,
et qu'après on n'a rien derrière, euh, clairement, je pense que je serais même capable de finir le show à ce moment-là, de quitter, d'arrêter de regarder ce truc, juste pour un petit peu me calmer, parce que vraiment, je pense que on en parle tellement, il y a tellement de trucs, voilà, les différents catcheurs qui font des photos dans le même style que l'Undertaker, on a vu Nakamura, on a vu Jeff Hardy, je crois qu'il y avait une woman aussi, je crois que c'était Alexa Bliss si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, Bliss. avec Alexa Bliss. Donc il y a plein de. On en parle tellement, je pense qu'il peut pas avoir absolument rien derrière. J'en suis même quasiment sûr. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. En plus, il mène vraiment en amont. Ils l'ont annoncé, je crois, pile au moment de la Survivor Series, ils l'ont annoncé. Donc, ça me semblerait étonnant qu'ils fassent rien. Après, dis-moi ce que t'en penses, Johan. Est-ce que tu serais très déçu à l'idée de voir Undertaker qui fait juste un simple adieu? Ou est-ce que tu serais un peu comme Arnaud, hein, qui sera en mode il faut que j'arrête le pay-per-view là? Ou est-ce que tu dirais bon, bah tant pis, prochaine fois? Bah, le problème, c'est qu'il y aura pas de prochaine fois. C'est les adieux de l'Undertaker, on peut pas rater ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut faire un truc. Ils nous ont tellement hype, en fait, qu'ils peuvent pas rien faire. Je rejoins l'avis de Arnaud. Ils ont fait tellement de trucs qu'ils peuvent pas rien faire. Comme disait Arnaud, avec Nakamura, avec Bliss, il y avait aussi Bianca Belair. Ils postaient des photos d'eux en tenue de l'Undertaker. Ils nous préparent ça comme si vraiment ça allait être un truc de fou. Et j'espère que ça sera un truc de fou. S'il vient juste, qui dit oui, merci pour mes 30 ans de carrière, à la prochaine et qui se barre, ça sert à rien de nous hype tellement. Ils ont vraiment un truc à faire. Et j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Voilà, c'est tout simple. Donc on va enchaîner avec la suite, avec le match championne féminine de Raw contre championne féminine de SmackDown, soit Sasha Banks contre Asuka. Alors j'ai commencé par mon niveau de hype, vite fait. Il est mitigé, on sait que ça va être un très gros match, parce que du point de vue in-ring, on a affaire aux deux meilleurs athlètes actuellement à WWE, parce que Charlotte Flair n'est pas là et Becky Lynch elle n'est pas là non plus. Donc globalement, quand même, c'est clairement the best of the best en soi. Mais la hype, elle n'est pas non plus exceptionnelle à ce niveau-là parce que le build-up, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est un match qu'on a quand même vu plusieurs fois cette année. C'était hyper hypant à SummerSlam quand on les avait pas encore vus sur le ring. Là maintenant, on les a vus s'affronter une bonne 1, 2, 3, 4, 5 fois à peu près. Donc la seule différence, c'est que Sasha Banks, elle est passée face maintenant. Et puis Asuka, elle a semblé tourner un peu heel, enfin faire une action un peu de heel avec l'attaque de Carmella sur Sasha Banks au dernier SmackDown. Mais globalement, mon niveau de hype reste quand même plutôt moyen, même si je m'attends quand même à un beau match entre les deux. Dis-moi ce que t'en penses, Arnaud. Bah moi en fait, niveau match en lui-même, donc un Asuka Sasha Banks, je suis très hype quand même, même si on a déjà vu, parce que je pense réellement qu'on peut avoir un match, un très très bon match. Après, encore une fois, moi c'est un petit peu mon avis sur limite toute la carte des Survivor Series. Je trouve bah, que la construction, bah, elle est pas... Enfin voilà, on a été nous foutre Carmella là qui, bon je veux bien, elle a fait son retour, mais voilà, on est en plein mois des Survivor Series et vous venez foutre un Carmella qui arrête pas d'attaquer Sacha, alors que Sacha va affronter Asuka fin du mois, on le sait. Donc je pense qu'il y aurait eu d'autres choses à faire entre Asuka et Sacha plutôt que de venir foutre Carmella avec les attaques à répétition sur Sacha. Donc voilà, match que j'attends quand même parce que ça va être un très bon match, mais en termes de construction, je m'en fous un peu. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. Moi, je comprends pas en fait que en fait, c'est la construction des séries, on a l'impression qu'ils construisaient un pay-per-view simple, genre Raw SmackDown, ça passe un peu derrière à côté, tu vois, ça passe un peu à côté. Donc c'est un peu dommage. Mais dis-moi ce que t'en penses, Yoann. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et ben moi, ça va peut-être paraître un peu étonnant, mais pour plusieurs raisons, pour deux grosses raisons, c'est peut-être le match qui me hype le moins de la carte. Alors, je sais que ça va être un bon match. Forcément, ça va être un bon match. Maintenant, les deux grosses raisons du coup que j'ai dit,
La première, c'est qu'on a déjà eu le match plusieurs fois, au moins 4-5 fois, comme tu l'as dit, Valentin, facilement. Donc, bien sûr, la hype, elle est moins présente. Et la deuxième, mais ça, ensuite, c'est un avis personnel, c'est que j'ai vraiment du mal avec Sasha Banks. Pas du mal au niveau in-ring, c'est une très bonne catcheuse, mais j'ai du mal au niveau de son personnage, au niveau de sa gimmick. Je la trouve fade, en fait, je la trouve inintéressante. Ensuite, c'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y aura plein de gens qui sont pas du tout du même avis que moi, mais moi, je suis pas fan du tout. Asuka, elle, je l'aime bien, je l'ai toujours bien aimée. Maintenant, elle est championne depuis le lendemain de Money in the Bank, il me semble. Donc ça fait quand même un gros règne. Elle a perdu le Sasha titre Banks. entre temps face à Sacha quand même. Hein, faut t'arrêter 30 Pardon? secondes. Elle avait perdu le titre entre temps face à Sacha. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et, bah, merci de me le rappeler, j'avais oublié. C'est vrai qu'elle a perdu le titre entre temps face à Sacha Ola. Et qu'elle l'a retrouvé. Maintenant, ouais, ça change rien, je suis quand même pas très hype, pas ouf. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec vous. Moi, le personnage de Sacha aussi, j'ai du mal. Tout sa promo qu'elle a faite, la promo horrible. Oh, la promo, qu'est-ce qu'elle était horrible, la promo qu'ils ont fait entre Sasha Banks et Asuka, là. Et Asuka qui récite les You Can See Me, qui cite le Rock Dog, enfin n'importe quoi, n'importe quoi. Et Sasha Banks, ouais, mais je suis la boss, c'est toujours boss time. Alors, je sais pas qui a écrit ça, mais c'était pareil. C'était gamin de 5 ans qui a dû écrire ça, sans déconner. C'est le gars, il a appris tous les gimmicks il a pris toutes les phrases de WWE qu'il connaissait, il a sorti dans la promo. Vas-y, on donne tout. Promo, la promo, j'ai jamais vu une promo aussi nulle, je crois. Franchement, rarement aussi une promo aussi nulle avec Sami Zayn et Lashley, c'est aussi ridicule. Enfin voilà, je vous laisse au pronostic. Dis-moi Arnaud ce que tu en penses au pronostic. Moi perso, je laisse mon avis pour la fin. Niveau pronostic, eh bien je vais un petit peu prendre un risque et pronostiquer une victoire de Sacha. Parce que même si au dernier affrontement, justement, donc le fait que Sacha avait remporté le match face à Asuka et qu'après elle l'a reperdu, euh, on pourrait se dire que Asuka va continuer une nouvelle fois à battre Sacha. Mais je me dis quand même que Sacha pourrait potentiellement, euh, un petit peu comme j'avais dit au niveau du New Day Street Profits, comme on sait déjà un petit peu ce qui va suivre avec Sasha Banks, on sait qu'il va avoir Sasha Banks, Carmella et Chicky Jack, je me dis que peut-être la faire gagner pourrait, voilà, elle a gagné un match, nanana, c'est la championne. Et puis maintenant Carmella, elle vient et Sasha Banks lui dit ouais mais moi j'ai battu Asuka, donc toi ça va aller vite, enfin voilà des choses comme ça. Donc voilà, pronostiquer une victoire de Sacha, même si euh, l'une ou l'autre qui viendra remporter le match, ça ne me déplairait pas pour le coup. Mais donc voilà, c'est mon pronostic. Et toi, Johan, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, moi de mon côté, je vais prôner une victoire de Asuka, tout simplement parce que je vois pas Sasha Banks la battre. Asuka, elle est championne depuis plus longtemps que Sasha et elle fait un taf qui est fabuleux à Raw. Elle est vraiment monstrueuse, elle affronte tout le monde, elle bat tout le monde. Je la trouve vraiment excellente. Et si Sasha venait à battre Asuka, je trouverais ça un peu surréaliste. Bon, surréaliste, c'est peut-être un peu gros, mais je trouverais ça un peu bizarre. Sacha, elle est championne, mais c'est tout frais. Elle vient d'être championne, et je pense qu'elle aura le temps plus tard de se forger, et donc je préférais une victoire de Asuka. Voilà. Moi, ce qui concerne mon pronostic, j'ai vraiment du mal à me situer. Parce que je suis plus ou moins d'accord avec toi en fait, Johan, c'est-à-dire je vois pas non plus Sacha battre Asuka. Mais en fait, j'ai envie de rester en accord avec mes pronostics. Parce que pour l'instant, si je suis sur mes pronostics, on serait potentiellement sur un 3-2 pour SmackDown avec la victoire de Sacha. Ce qui pourrait mener à un 3-2 pour Raw. Si Asuka venait l'emporter. Mais j'ai visé une victoire de Sacha et je lui dirais pourquoi dans le main event après. Après, savoir comment Sacha va battre Asuka, je sais pas. Est-ce que peut-être un match avec une intervention, est-ce que peut-être Carmella va pas chercher et elle va peut-être profiter de l'avantage de Carmella? Je sais pas, j'ai du mal à me projeter pour ce match aussi. Ça va être un très bon match, c'est sûr, mais on va voir. Mais on va passer au main event maintenant. Donc on va enchaîner avec le main event comme je disais. Donc le main event c'est Drew McIntyre contre Roman Reigns. Mon match qui est clairement le match avec la plus grosse hype dedans. J'ai une énorme hype pour ce qui concerne Roman Reigns. Je ne pensais jamais dire ça de toute ma vie.
mais il faut reconnaître que Roman Reigns en heel, ça fonctionne extrêmement bien. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, que j'ai toujours pensé que Roman Reigns était bien meilleur en heel qu'en face. Le gars a tout d'un heel pour moi. Et McIntyre est très bon en face, peut-être le meilleur face qu'on a eu depuis des années à la WWE. Il est face qu'a fait Seth Rollins en 2018-2019 où bah, le pauvre, c'était pas facile. Là, on a un champion combatif qui est pas bébête, qui est pas en plus combatif dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que Rollins était combatif, mais Rollins c'était un combatif un peu con. C'est-à-dire, il va jeter dans les griffes du loup, il va aller voir Bray Wyatt, il avait fait une storyline comme ça où il était un peu bébête, je trouvais, Rollins. Et ça manquait de saveur en fait, il n'y avait pas de profondeur dans l'aspect du personnage de Rollins Babyface. Ce qui est plus le cas d'Andrew McIntyre, parce que le gars, il a pas avoir peur de dire oui, j'ai peur de perdre le titre, oui, j'ai donné mon meilleur, etc. etc. Donc McIntyre, j'apprécie beaucoup. L'écriture entre les deux est vraiment très bonne. Et avant même de passer à la suite, je vais demander d'abord à Johan, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton hype, ton niveau de hype pour ce match? Mets-moi une petite note sur 10. On va tous faire une petite note sur 10. Moi perso, j'ai une bonne hype, c'est un petit 8 sur 10 pour ce match. Du coup, une note sur 10, je vais mettre un 7 sur 10 au niveau de la hype. Je suis assez bien hype, je trouve que ça a été bien amené au fil des 2 dernières semaines, avec McIntyre qui récupère le titre à Orton. Bon, c'était prévisible, mais je trouvais que c'était bien amené. J'ai hâte de voir ça. Reigns, bah, comme tu as dit, Valentin, Reigns, très bon heel, et McIntyre, très bon face, donc ça va être un bel affrontement. Maintenant, je suis plus hype par l'après-match que par le match, mais ça, j'y reviendrai après. D'accord, pas de souci. On va demander à Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi en fait j'ai un avis différent pour le coup, je suis sur un niveau de hype, je dirais bah, un petit peu comme tout ce que je dis depuis le début, hein, terme de match réellement, je suis sur un bon 8, hein, vraiment un bon 8, même limite 9 franchement, parce que comme vous dites, Roman Reigns en heel c'est incroyable, et Drew McIntyre en babyface c'est pareil, ça je pense que tout le monde, il n'y a personne qui pourrait dire le contraire je pense. Mais en termes de comment ça a été amené, encore une fois, moi je suis pas. Certes, sur les 2 dernières semaines, on a eu quelque chose, mais moi, quand ils ont commencé avec du Orton champion, le Finn qui vient s'incruster, mais Drew McIntyre qui veut le titre quand même, le Miz qui est Mr. Money in the Bank, voilà, tous ces trucs mélangés, puis après. On annonce comme ça, venu de je sais pas où, la clause des rematchs, elle est de nouveau là, Drew McIntyre qui va raffronter Randy Orton pour le titre. Et puis, avant même que le match n'ait lieu à SmackDown, on a Drew McIntyre qui vient confronter Roman Reigns. Bah moi en fait, dès ce show, c'était pas possible que Drew McIntyre ne gagne pas contre Orton. Parce que à quoi ça aurait servi de venir faire ce segment avec McIntyre et Reigns pour qu'au final, ben, à Raw le lundi d'après, Orton conserve le titre et qu'on ait un Orton Reigns. Clairement, c'était pas possible du tout. Donc avant même le Monday Night Raw, je savais que McIntyre allait récupérer son titre. Et je trouve que voilà, certes, la signature du contrat au dernier SmackDown, elle était très très intéressante pour le coup. Même la promo de McIntyre, je ne sais plus c'était à quel Raw. Je me demande si c'était pas belle, le Raw de lundi dernier justement. Euh, Clairement, tout est parfait, je trouve, en termes de promo, en termes de comment ça s'est passé la signature du contrat. Mais moi, voilà, le fait directement qu'ils aient mis tous ces gens en même temps, le Finn, le Miz, bah, ça m'a directement un petit peu refroidi en fait. Où vraiment j'avais l'impression qu'ils savaient pas en fait quoi faire. Et enfin voilà, c'est un peu particulier comme avis, mais c'est le mien, donc voilà. Après, moi, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est pas une impression. Ils ne savaient pas quoi faire avec Orton et Reigns. Ça se voyait même au début. Ils ont eu 2 semaines, Reigns-Orton. Moi, en fait, j'ai compris que McIntyre allait probablement récupérer le titre avant même qu'il y ait eu le match. Et même le match, le truc à SmackDown. Parce que, en fait, comment dire, les Survivor Series, c'est pas une surprise. Ça est arrivé en 2018. C'est arrivé en 2017, ouais, pas 2019. Les titres qui s'échangent à la dernière semaine. C'est déjà arrivé. On a eu Bryan contre Styles, on a eu Styles contre Mahal. La WWE ont en fait cette. Déjà pas de capacité, mais en fait, soit ne voit pas ce qui se passe avant les Survivor Series,
ou soit garde une idée en tête et réalise en fait ça va pas marcher. Je pense que Orton, Reigns, ils avaient une idée peut-être en tête au début, ça pourrait le faire, parce qu'ils disaient qu'Orton, il méritait le titre, donc ils se sont dit, Orton, on va le mettre le titre, mais ils se sont dit, en fait, non, en fait, c'est deux heels, et ça va pas marcher. Et c'est tellement plus facile l'écriture entre McIntyre et Reigns qu'ils vont sortir McIntyre et Reigns derrière. Et moi, comme j'ai dit, les premières semaines où il y a eu Orton et Reigns, ils ne sont pas échangés un seul mot, j'ai fait, c'est sûr, il va se passer un truc. Je fais, déjà que la hype, elle est compliquée à trouver, si en plus de ça, ils n'arrivent pas eux aussi à nous engager là-dedans, je fais à mon avis, ça va pas se passer. Parce que le seul mot, je me souviens que le seul mot, hein, entre les 2 semaines de SmackDown et Raw, c'était Orton qui disait alors oui, j'ai pas peur du Finn, j'ai pas peur du Miz, j'ai pas peur de McIntyre et j'ai pas peur de Reigns. C'est les seuls mots qu'il a dit sur Reigns. Il a pas dit un truc de plus. Donc je fais ouais, c'est hyper chelou, ça va forcément tourner autour de McIntyre. Après, pour revenir au segment entre McIntyre et Reigns qu'il y a eu ce vendredi à SmackDown, je l'ai trouvé absolument génial. Reigns est super. Le gars, il est tellement bon dans ce rôle, je m'assois en bout de table. Reigns, tu te crois dans le parrain. Reigns, tu te crois absolument dans le parrain quand tu le vois. Alors oui, il faut que je t'explique. Là, tu es mon préféré numéro 2, mais comprends une chose, tu seras toujours numéro 2. Tu seras numéro 1 quand moi, je serai plus numéro 1. Mais quand moi, j'aurais décidé de pas être numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je veux me barrer, en fait, il fait un peu ce que je pense on aurait dû voir avec Cena à une certaine époque. Cena, il aurait été tellement génial dans ce rôle-là, de comprendre, je suis le boss de la compagnie bosse pour moi, limite, tu vois. Tu ne peux rien faire contre moi, tu vois. Point barre. Arrête de chercher les trucs, tu ne peux rien faire contre moi, tu vois. Et génial, ils ont manqué un gros truc avec Cena pour moi à ce moment-là, justement, parce que Cena il aurait été parfait dans ce rôle-là aussi. Et le rôle du heel agaçant en mode je suis le boss de la compagnie, point barre, tu fermes ta gueule, c'est juste génial. Génial. Reigns, il est génial. Ils ont enfin construit Reigns comme ils auraient dû le construire depuis déjà pas mal d'années. Mais là, ça tombe encore plus sous le sens parce qu'en plus, il n'y a pas de public derrière. Et tant mieux même qu'il n'y ait pas eu de public, mine de rien, parce que je suis quasi sûr que Roman Reigns, maintenant, en tant que heel, il aurait pu être applaudi, être acclamé. Parce que moi, j'aurais été dans le stade, j'aurais applaudi et acclamé Reigns tellement je trouve que Reigns est très bon. Donc, clairement, ça a permis un très bon niveau de hype pour ce match, d'où mon 8 sur 10. Et du coup, j'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, Johan, notamment de ce qui s'est passé en segment à SmackDown et qu'est-ce que tu penses de Roman Reigns ces dernières semaines. Alors moi, Roman Reigns, ces dernières semaines, depuis son retour même, je le trouve excellent dans tout ce qu'il fait. Euh, Sa gimmick de chef de la tribu, le fait, comme tu l'as dit en fait, le fait qu'il intègre Jem et qu'il lui dise, mec, je t'intègre, mais t'es numéro 2, je reste premier, je suis le chef. C'est vraiment quelque chose de bien, d'intelligent dans la construction, moi j'aime beaucoup. Et, euh, et des dernières semaines, ce qui s'est passé, j'ai bien aimé. J'ai rien de spécial à dire en fait. Je trouve que t'as tout dit, que t'as tout bien dit. Ok, bah Arnaud, est-ce que tu as un truc à rajouter sur ce que j'ai dit ou tu es plus ou moins d'accord? Non, j'ai absolument rien à ajouter. Je pense que t'as vraiment tout dit. Bah ok, bah impeccable. Écoute, moi le truc que je vais dire encore une fois sur Marine, c'est que je trouve encore une fois génial juste le rôle qu'ils sont trouvés en mode quand il va dire à McIntyre, il fallait dire à McIntyre, il a dit aussi à Jey Uso, c'est l'aspect un peu seul au sommet de son île, en mode tu n'as aucune idée de ce que c'est la pression d'être le visage de la compagnie. Tu n'as aucune idée de tout ce que c'est, de traverser tout ça. Et Reigns, en plus, il est bien parce que faut pas oublier que Roman Reigns, quand même, c'est le gars qui a été sifflé pour être un babyface pendant des tonnes et des tonnes d'années. Cena, il s'en est toujours plus ou moins tiré. C'est-à-dire qu'il a été des moments très sifflés, notamment à l'époque où il cherchait The Rock, etc. Mais là, c'est un autre sujet encore. Quand même, Cena a toujours eu quand même une part du public derrière lui. Reigns, c'était quand même à une certaine époque, surtout face à l'Undertaker et après l'Undertaker, des gens qui riaient fuck you. Et ils disaient va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Le gars, Cena, on n'est jamais arrivé là face à Cena, tu vois. Et même s'il y a des moments où, putain, il aurait presque mérité. Mais on n'est jamais arrivé là. Et Reigns, il a toujours gardé malgré tout l'appui de Vince McMahon. Et ce qui est génial dans ce style de phrase qu'il dit, c'est qu'il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire pour être au sommet. Et le gars, il s'est jamais découragé. Il a toujours gardé cette visage de babyface envers et contre tout. Et il aurait bien pu continuer comme ça jusqu'à la fin de sa carrière, tu vois. Ruiné comme jamais, probablement. Mais il aurait pu continuer comme ça. Et l'idée du heel turn est vraiment géniale. On n'y croyait plus, hein, ça, depuis tellement d'années. Je crois que c'est depuis 2016 qu'on parle d'un heel turn de Roman Reigns. Donc on n'y croyait plus. Surtout que sinon, on n'y croyait plus à un moment donné parce que c'était terminé. Donc clairement, encore une fois, bravo à la WWE.
pour ça. Et on va essayer de partir sur les pronostics maintenant. J'ai demandé d'abord à Johan, qu'est-ce que tu penses des pronostics? Et on parlera après de l'après-match. On va juste parler du match pour l'instant. L'après-match, on en parlera après. Vas-y. Pronostics sur le match. Alors moi, tout d'abord, juste une chose. Il faut pas faire perdre Roman Reigns. C'est tout. Pour moi, Reigns, c'est vraiment... Il peut tout se passer, mais ne faites pas perdre Roman Reigns clean. Il est tellement bon, tellement indestructible. Il suffit de voir la façon dont il a battu Jey Uso à Clash of Champions et à Hell in a Cell. Il faut pas le faire perdre. Même si Drew McIntyre, il est loin d'être ridicule. Hein. Il est vraiment très bon. Mais je trouve que McIntyre, maintenant, il a perdu le titre, il l'a récupéré. Une défaite, ça serait moins grave. Alors que Roman Reigns, une défaite, ça le stopperait un peu, je trouve. Euh, alors en prono, je vais pronostiquer une victoire de Reigns. Et j'ai une deuxième idée, mais du coup, je la dirai plus tard, vu qu'on parle de l'après-match après. Dis-moi Arnaud, qu'est-ce que tu penses du match? Alors ben moi, je vais partir sur un prono en fait un peu particulier. C'est que ben, un petit peu comme toi, Johan, je suis pas très favorable à l'idée qu'on aille faire perdre Roman Reigns. Après, même Drew McIntyre, je trouve que je le vois pas perdre. Du coup, ben, forcément, les deux réunis ensemble, ben, je vais partir sur un no contest en fait. Je vois pas de vainqueur dans ce match. Mais le problème, c'est que je ne vois absolument pas comment on pourrait faire pour justement que ce soit un no contest. Je vois pas un double décompte à l'extérieur. Je vois pas, je vois pas quelqu'un qui intervient. Enfin, quoique peut-être quelqu'un qui intervient, oui, mais le problème, c'est que je ne sais absolument pas qui. Je vois pas qui pourrait venir un petit peu détruire ce match, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personnellement, je ne vois ni l'un ni l'autre remporter le match, même clean, pas clean. Je vois vraiment aucun des deux catcheurs perdre en fait. Alors là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que moi, j'en manque pas de catcheurs quand même qui pourraient intervenir dans le match. J'en ai deux, trois en tête. J'ai le Miz évidemment avec la mallette qui 10 ans après pourrait potentiellement redevenir champion. J'ai Sheamus qui pourrait aussi démarrer une rivalité avec McIntyre, qui pourrait lui coûter le match. J'ai Orton qui pourrait toujours coûter le match à McIntyre. Euh, puis allons encore plus loin, pourquoi pas pour la déconne avec Daniel Bryan qui coûterait le match à Reigns. Bon, après c'est un autre truc. Moi, ce que je vois dans le match, sincèrement, c'est peut-être un finish à la con. Mais ce que je vois, c'est une victoire de Roman Reigns par tombée, mais suite à un truc pas clean. Pas clean, diversion de Paul Heyman ou Jey Uso, quelque chose. Soit low blow, soit coup de chaise. Enfin bref, ce style de bêtise à la heel, quoi. Qui permet à Reigns de reprendre le dessus sur McIntyre et qui fait gagner le match. Voilà, ce style de choses, pour moi, ça me semblerait la plus logique de cette manière-là. Voilà, je vois pas McIntyre encore une fois gagner Reigns, je suis d'accord avec vous, Reigns ne doit pas perdre ce match. Ça semblerait décrédibiliser totalement son personnage. Pour moi, McIntyre ne perdrait pas non plus s'il ne perdra pas clean. Je vois pas McIntyre perdre clean non plus, mais Reigns il a déjà battu Jey Uso pas très clean, parce qu'il faut pas oublier, il avait battu avec un low blow, hein, Jey Uso à Clash of Champions, après il a démonté, mais bon voilà. Donc clairement, l'idée de voir Roman Reigns tricher ne me choque pas, ne me dérange pas. Et la question, c'est l'après-match. L'après-match. Qu'est-ce que vous pensez de l'après-match? J'ai demandé à Johan, parce que je pense que Johan, enfin, il a une idée derrière, il y a quelque chose derrière. Alors moi, effectivement, il y a quelque chose derrière, du coup. Alors, comme tu l'as dit avant, il y a 10 ans, jour pour jour, donc le 22 novembre 2010, il y avait le Miz avec cette fameuse mallette qui avait caché contre Randy Orton et qui avait gagné le titre. Et nous voilà donc 10 ans après, le Miz est de nouveau Mr. Money in the Bank. Et pour moi, ils doivent inclure le Miz au main event. Ils doivent faire quelque chose avec le Miz. Donc pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit le Miz intervient vers le fin du match et attaque McIntyre, donc Reigns gagne par disqualification. Soit le Miz cache en fin de match, normalement, après que Reigns ait battu McIntyre. Donc, je vais partir sur cette dernière possibilité du fait que le Miz cache à la fin du match. Je pense donc que le Miz va venir tout content, Reigns vient de battre McIntyre, le Miz vient pour cash in. Et alors là, ou bien
il réussit son cash-in, ça m'étonnerait, mais je prie depuis 2 semaines pour qu'il réussisse son cash-in, d'accord? Donc, ou il réussit son cash-in, ou bien, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais, ou bien Reigns pète la gueule aux Miz. J'ai l'impression que Reigns, en fait, il y a que les champions qui comptent, et le reste, c'est de la vermine. Donc, j'imagine bien un spot où le Miz veut cacher, et Reigns le regarde en mode, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Laisse les champions tranquilles, arrête de nous faire chier. Et Reigns défonce le Miz et McIntyre en profite pour soit battre le Miz, donc garder son titre, soit du coup le cash-in n'a pas lieu parce que Reigns a eu le temps de défoncer le Miz avant. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère en tout cas. Donc voilà. Bah, dans tous les cas, dans ton scénario, Reigns reste très fort. C'est-à-dire qu'il bat McIntyre clean, c'est ce que tu es en train de me dire. Et après, il bat en plus. Enfin, il bat. Bon, le Miz, c'est pas non plus un exploit à battre, hein, mais bon. Il met à terre le Miz, il ruine son cash-in, c'est ce que tu es en train de me dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, très fort ce Roman Reigns, très fort, décidément. Et dis-moi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Bah, franchement, j'aime bien ce petit scénario, ça peut être pas mal. Comme je voyais quelqu'un peut-être intervenir dans le match, mais que je voyais pas qui, euh, le Miz, ça pourrait vraiment être pas mal. Après, je vois pas en fait le Miz venir attaquer quelqu'un. Peut-être venir pour un petit peu perturber les deux catcheurs, mais surtout McIntyre, enfin même les deux, parce qu'il pourrait faire le cash-in sur les deux. Donc peut-être venir un petit peu perturber les deux catcheurs, mais pas aller attaquer l'un ou l'autre et causer une disqualification. Donc je suis vraiment assez mitigé, mais en tout cas le scénario me plaît énormément, mais ça par contre, je préfère le dire, je ne vois absolument pas le Miz réussir son cash-in et devenir champion. Ça moi personnellement c'est quelque chose... en tout cas vu comment il est construit pour le moment le Miz, je vois pas du tout comment ça pourrait se passer quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, le Miz, il a pas eu tous ses matchs depuis je sais pas combien de temps. La construction du Miz, c'est assez horrible, tout comme celle de John Morrison, que je regrette aussi amèrement, parce que John Morrison, c'est l'un de mes catcheurs que j'apprécie particulièrement. Il est revenu à WWE pour être le jobber de luxe, donc c'est très triste pour moi de voir Morrison dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça serait pas crédible, sincèrement, même si je suis d'accord avec toi, Johan, le Miz est quelqu'un de super. Il pourrait même faire un très bon champion, sincèrement, il pourrait faire un très bon champion. Il le mériterait après tout ce qu'il a fait toutes ces années, il le mériterait terriblement. Mais la WWE le met absolument pas dans les bonnes conditions, semble tout faire pour montrer qu'il va pas réussir son cash-in. Peut-être c'est un éclair de fumée, il va réussir son cash-in, mais clairement, ce qui est terrible avec le Miz, c'est que même quand là je dis qu'il mérite, c'est que malheureusement, dans ma tête, il mérite, mais au vu de ce qu'il a fait ces derniers mois, bah en fait non, il mérite rien du tout en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va aller taper Reigns et McIntyre, les deux rois au sommet de la chaîne alimentaire, alors que le gars, il est pas capable de battre Otis, il est pas capable de battre Brian, Jey Uso, enfin bref, toute la mid-card. Donc clairement, le mec, il fait bolos tout le temps. Ça m'attriste beaucoup de le voir se faire bolosser tout le temps. Donc moi, si je dois partir sur un pronostic dans ce match-là, je miserais tout de même sur une victoire de Reigns, du coup pas clean. Auquel cas le Miz pourrait potentiellement, parce que ça m'a ouvert l'esprit peut-être, me dire peut-être le Miz pourrait jouer en défaveur de McIntyre, c'est-à-dire le faire perdre le match. Laisser Reigns vraiment tabasser McIntyre en mode t'es numéro 2, reste là où tu es. Je suis d'accord pour, je sais plus si c'était Arnaud ou Johan qui l'a dit, mais Reigns a tendance à faire que penser au champion. Je suis moyennement d'accord parce que je pense que Roman Reigns pense à Roman Reigns avant tout. Donc, de toute façon, il a dit lui-même, en gros, il s'en fout, il regarde pas Roman Reigns. Il s'en fout, clairement. Donc, je vois pas non plus le Miz réussir son cash-in, ça serait pas trop mal, mais ils l'ont pas mis dans les bonnes dispositions. Va-t-il réussir son cash-in un jour, pourquoi pas? Il y a eu des rumeurs, un truc je venais à dire aussi, j'avais vu à l'époque, c'était le Miz, mot pour mot, il avait à l'époque de WrestleMania 36, où il était pas dans la carte, enfin il était dans la carte, mais il était Covid, quoi qu'il en soit. Il avait dit, oui, j'espère être vraiment dans le main event de WrestleMania
37 parce que c'était à Hollywood à l'époque. Il disait ouais, Hollywood c'est ma maison, je réside à Hollywood, Californie, je mérite d'être champion, etc. Et l'idée de voir le Miz Money in the Bank m'a fait réfléchir à ce qu'il a dit, parce qu'il a dit vraiment pour moi, je serais prêt à quitter la compagnie si j'ai pas ce que je veux. Bon, voilà, ça reste du domaine purement politique, mais c'est une phrase quand même qui m'est restée en tête quand le Miz a réussi à avoir la manette. Je me dis peut-être qu'il y a moyen que le Miz, ça sera assez ouf, hein, je vais pas vous mentir, que d'ici WrestleMania, peut-être éventuellement un championnat dans les mains, ou peut-être soit un main event, soit un championnat dans les mains. Mais bon, ça me semblerait, vu la situation actuelle, assez compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de poser ça là. Et du coup, voilà, le Miz, pour moi, qui va pas réussir son cash-in. Reigns qui gagne avec un low blow, un truc à la con, mais il va gagner pas clean. McIntyre, pour une fin de match, va se faire trahir par Sheamus. Sheamus va arriver, il y a un début de guerre entre les deux. Sheamus qui va, à mon avis, attaquer McIntyre, après essayer de le consoler, genre oh, t'as pas grave, t'as perdu, c'est pas grave, on est ensemble, et puis boum, Brock qui part derrière. Et ça démarre la rivalité entre les deux, une rivalité qui pourrait être plutôt pas mal, en vrai. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce match-là, et ça me ferait une victoire de 4-2 pour SmackDown, si je résume mes pronostics. Donc une victoire de SmackDown qui me semble logique, parce que SmackDown, c'est sur la Fox. La Fox, il y a plus de vues, et la Fox, il y a plus de vues, qui veut dire il y a plus d'argent, et il y a plus d'argent, ça veut dire on va mettre en valeur ceux qui mettent plus d'argent. C'est purement politique. Voilà, Vince McMahon est très heureux, je suis très heureux. Sur ce, ciao, bye bye. Pas ciao, bye bye, mais... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces pronostics, les gars? Et je vais commencer par Arnaud. Hein. Dis-moi où t'en es, ou si on tes pronostics à toi. Et qu'est-ce que tu penses de la victoire de SmackDown au fin de Survivor Series? Ben moi en fait, ça va être contraire à toi, parce que si on suit mes pronostics à moi pour le coup, on serait sur une victoire de Raw, parce qu'on était bloqué sur du 3-2 pour Raw, et du coup le main event, comme moi j'ai pronostiqué un no contest pour le coup, pas de disqualification, pas de vainqueur, on serait toujours sur une victoire de Raw à 3-2. Donc, mais si potentiellement SmackDown venait à remporter les Survivor Series, ça me plairait, mais en réalité, je pense que quand même Monday Night Raw mériterait mériterait d'un côté de remporter Survivor Series, même si réellement, je pense qu'on sait très bien que ce soit l'une ou l'autre qui gagne, je pense pas que ça va changer énormément. Mais bon, voilà quoi, j'ai que ça à dire pour le coup. Et Johan, dis-moi ce que tu en penses. Du coup, moi, je vais être tranché. Valentin, toi, t'as dit victoire de SmackDown. Arnaud, t'étais plus pour une victoire de Raw. Moi, je pense une égalité. 3-3. Comme ça, la WWE ne prenne pas de risque. SmackDown reste fort, Raw reste fort, tout le monde est content. Et voilà, ça serait une première parce qu'on en parlait avant. C'est vrai que d'habitude, il y avait forcément une victoire d'une des deux brands. Là, je vais partir sur un petit 3-3. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, tout simplement. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, moi, je pense que SmackDown va gagner aussi parce que avant NXT, hein, bien sûr, SmackDown a perdu contre Raw et s'est fait rétamer en 2018 6-0 et a perdu en 2017. Après, je sais plus en 2017, etc. ce qui s'était passé, mais bon, enfin bref. Ça fait quand même depuis, je crois, quelques temps que SmackDown n'a pas battu Raw, du coup. Donc, je mise les victoires de SmackDown pour un petit côté rédemption et un petit côté Roman Reigns aussi derrière qui pourrait potentiellement aussi dire ouais, j'ai apporté la victoire à SmackDown. Hein, et je suis le chef de tribu. Hein, vous croyez que j'étais qui? Moi, je suis numéro 1. Faut pas déconner, quoi. Et du coup, voilà. Voilà, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait une bonne petit review pronostic de ces Survivor Series. J'espère à vous, les abonnés, que ça vous aura plu. On se revoit bientôt sur la chaîne Wrestling Collab. N'oubliez pas que ce soir, du coup, sur la série, c'est entre, je crois, à 1h du matin. Dites-moi si j'ai tort. 1h du matin sur. Minuit le kick-off et 1 heure le full show, je crois. Ok, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à vous dire si ce format vous plaît dans les commentaires pour qu'on puisse faire ça vraiment le plus possible pour chaque pay-per-view de la WWE. Voilà, c'était un petit format podcast. Donc, c'était Valentin avec Arnaud et Johan pour faire la review pronostic des Survivor Series en vous souhaitant
la bonne journée, et plutôt la bonne soirée, et un super pay-per-view à vous. Ciao, bye bye. Salut.